Les négociations pour un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran ont finalement échoué. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet en détail. Regardons cela tout de suite. 43 jours après le début de la guerre, les États-Unis et l'Iran se sont rencontrés à Islamabad, au Pakistan, pour des négociations de paix en face à face. Mais ils n'ont pas réussi à parvenir à une conclusion après 21 heures de discussion. Après les négociations, les deux parties voulaient poursuivre les discussions le lendemain. Mais le retour du vice-président J.D. Vance aux États-Unis a empêché un accord, menant à l'échec des négociations. À l'époque, il y avait un trop grand fossé entre les positions des États-Unis et de l'Iran. Tout d'abord, le vice-président J.D. Vance a déclaré que la délégation iranienne avait rejeté les conditions de l'accord proposé par les États-Unis, c'est-à-dire qu'elle avait refusé de garantir l'abandon du développement nucléaire, ce qui a conduit à l'échec des négociations. Le vice-président J.D. Vance a affirmé qu'il fallait obtenir de l'Iran non seulement qu'il ne fabrique pas d'armes nucléaires, mais aussi qu'il ne puisse pas en acquérir rapidement. Il a précisé que c'était l'objectif principal des États-Unis lors de ces négociations. Cependant, l'Iran a rejeté les exigences américaines sur les armes nucléaires et exprimé une opinion opposée. La chaîne IRIB, la télévision d'État iranienne, a indiqué que le principal obstacle à un accord venait des exigences trop nombreuses des États-Unis. L'Iran a rapporté que, malgré diverses approches créatives, les négociations n'ont pas progressé en raison des exigences excessives et déraisonnables des États-Unis. Il a été révélé que la plus grande difficulté lors des négociations concernait le détroit d'Ormuz. On rapporte qu'il y avait de grandes divergences de vues entre les deux parties concernant le blocus du détroit d'Ormuz. Des tensions sont apparues car l'Iran a refusé de contrôler le détroit avec les États-Unis, voulant imposer seul des droits de passage. L'agence de presse Parsin a également rapporté qu'il y avait de graves désaccords sur la question du détroit d'Ormuz. Cependant, malgré plus de 21 heures de négociations, aucun accord n'a été trouvé. Lors des négociations, les États-Unis auraient exigé l'arrêt total de l'enrichissement d'uranium par l'Iran, l'exportation de 900 livres d'uranium stocké et des droits unilatéraux sur le détroit d'Ormuz. Le problème, c'est qu'il est difficile pour l'Iran d'accepter toutes ces conditions. Par la suite, le fait que les États-Unis et Israël n'aient pas promis de mettre fin aux frappes aériennes au Liban a également été cité comme l'une des raisons de l'échec des négociations. L'échec des négociations s'explique par la fermeté des positions des États-Unis et de l'Iran, chacun défendant uniquement son point de vue. Jed Vance, vice-président, a affirmé que leurs exigences actuelles sont la meilleure et dernière offre et qu'ils attendent la réponse de l'Iran. Il a affirmé que leur ligne rouge était claire, mais que les États-Unis n'avaient pas trouvé d'accord et ne comptaient pas céder sur leurs exigences. Le problème, c'est que l'Iran montre aussi qu'il n'a aucune raison de se précipiter dans les négociations. Cependant, le problème, c'est que même si les négociations reprennent plus tard, plus elles sont retardées de cette manière, plus cela pose de grandes contraintes à l'approvisionnement énergétique mondial. C'est aussi un problème important pour les pays d'Asie de l'Est, qui importent une part importante de leur pétrole brut du Moyen-Orient, via le détroit d'Ormuz. De plus, selon le New York Times, l'Iran est en difficulté car il ne peut retirer les mines du détroit d'Ormuz. Ainsi, malgré la proposition américaine, l'Iran ne parvient pas à accroître le trafic dans le détroit. Depuis mars, la marine et les gardiens de la révolution iranienne ont déployé de petits navires pour poser des mines dans le détroit d'Ormuz. Ils ont averti que les navires risquaient de heurter des mines marines. Les médias iraniens ont diffusé une carte des routes sûres, mais en réalité ces infos n'étaient pas enregistrées. En plus, comme il est possible que les mines posées puissent dériver et quitter leur position initiale, cela montre qu'il ne s'agissait pas de mines fixes. Il est donc probable qu'elles aient dérivé vers d'autres zones. Le problème, c'est que même la marine américaine a des capacités limitées pour éliminer les mines. Parmi les navires de guerre américains actuellement déployés dans le détroit d'Ormuz, il n'y a pas un seul navire spécialisé dans le déminage. Ils ont annoncé l'envoi de 2 destroyers dans le détroit d'Ormuz pour le déminage, mais cela ne suffit pas pour réussir l'opération. Ils dotent les navires de combat littoraux polyvalents d'appareils de déminage pour anticiper tout risque, mais la plupart des experts estiment que sans détection de mines, ces navires resteront inutiles pour le déminage. Un blocage prolongé du détroit d'Ormuz provoquerait une grave crise pour l'Asie de l'Est. Comme déjà mentionné, la Corée importe environ 70% de son pétrole brut et 20% de son GNL du Moyen-Orient, la majorité passant par le détroit d'Ormuz, large de seulement 33 km. Un reportage de Bloomberg indique que la Corée détient 12% du pétrole brut passant par ce détroit, la plaçant 3e après la Chine et l'Inde. Le gouvernement tente d'économiser l'énergie avec un plafonnement des prix du pétrole et une circulation alternée. Mais sans la levée du blocus du détroit d'Ormuz, une crise énergétique est inévitable. Si l'Asie de l'Est a un problème avec le détroit d'Ormuz, d'autres pays en souffriront aussi. Par exemple, notre pays, sans production de pétrole, reste le premier exportateur mondial de kérosène. Si des restrictions à l'exportation sont imposées, l'Australie, qui importe du diesel coréen, connaîtra aussi une crise.
De nombreux pays d'Asie du Sud-Est dépendent aussi du produit pétrolier coréen, donc un blocage d'approvisionnement les affecterait rapidement. Surtout, cette crise touche plus que l'Asie de l'Est. Cela peut entraîner des effets en chaîne et aggraver la crise. Mais si l'on regarde la situation actuelle, il semble peu probable que les négociations entre les États-Unis et l'Iran se déroulent sans accroc à l'avenir. En particulier, on estime que le comportement du président Donald Trump mine les négociations elles-mêmes. Le président Trump multiplie les déclarations fermes, notamment sur Truth Social, en dehors des négociations. Ceci est vu comme un signal dangereux diplomatiquement. La négociation repose fondamentalement sur la confiance et la gestion des messages, mais si des déclarations publiques de pression et de menaces envers l'autre partie se répètent, l'Iran ne pourra qu'interpréter la négociation elle-même comme un outil de pression. En fait, après l'échec de cette négociation, le président Trump a même déclaré que si l'Iran ne répondait pas à la négociation, il n'allait pas simplement revenir sur la fermeture du détroit d'Ormuz, mais qu'il allait plutôt refermer ce blocus. A l'inverse, la réaction de l'Iran n'est pas non plus négligeable. L'Iran a clairement affirmé qu'il n'avait aucune raison de se précipiter dans les négociations. Cela signifie que l'Iran estime qu'il est en fait plus avantageux pour lui de maintenir la situation tendue actuelle. L'Iran conserve la carte maîtresse du détroit d'Ormuz. Ainsi, plus la pression américaine augmente, plus l'Iran risque de résister sans négocier. Par ailleurs, la situation iranienne semble progressivement s'améliorer. On rapporte aussi que la Chine et la Russie soutiennent toujours l'Iran, en lui fournissant discrètement ressources et armes. Ainsi, la situation iranienne se serait légèrement améliorée. Un autre facteur entre en jeu ici, Israël. Israël continue actuellement d'élargir ses attaques aériennes et ses opérations terrestres dans la région du Liban. Même si l'Iran et le Pakistan exigent publiquement l'arrêt des attaques, Israël ne montre aucun signe de recul. L'Iran supporte mal que le Liban, dans sa sphère d'influence, soit encore frappé, ce qui réduit ses raisons de faire des concessions lors des négociations. La situation est donc très dangereuse. Les États-Unis intensifient la pression, l'Iran tient bon et Israël élargit ses actions militaires. Alors que ces nouveaux axes avancent chacun dans des directions différentes, la tension ne cesse de monter. Dans cet état, même un petit affrontement pourrait facilement dégénérer et prendre une ampleur incontrôlable. C'est pourquoi de plus en plus de personnes deviennent sceptiques quant à la possibilité même de négociation. J'espère sincèrement qu'un accord de paix sera conclu le plus rapidement possible. La variable la plus dangereuse actuellement, c'est Israël. À l'heure actuelle, si l'on observe la situation, Israël agit plutôt dans le sens d'élargir le front que d'arrêter la guerre. Les frappes aériennes s'intensifient dans le sud du Liban, et l'intervention terrestre dépasse désormais les opérations limitées pour s'étendre progressivement. Cela peut être interprété comme une démarche visant moins à répondre sur le plan défensif qu'à reconfigurer l'ensemble de la guerre à leur avantage. Cela devient encore plus clair si l'on considère la situation politique du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre Netanyahou fait actuellement face à plusieurs risques judiciaires, notamment des accusations de corruption, et il se trouve dans une position politique très délicate. Dans une telle situation, si la guerre se prolonge, le discours de crise sécuritaire se renforce, ce qui relègue naturellement les critiques internes au second plan, et crée une structure où l'autorité et l'influence du dirigeant sont en réalité renforcées. En réalité, dans la structure politique israélienne, la concentration du pouvoir fonctionne beaucoup plus fortement en temps de guerre, de sorte que la poursuite de la guerre est directement liée à la survie politique. À cela s'ajoute que la pression exercée sur les forces pro-iraniennes opérant à partir du Liban devient un facteur qui pousse directement l'Iran à réagir. Pour l'Iran, il est difficile de laisser s'effondrer sa sphère d'influence, ce qui le pousse inévitablement à élever le niveau de sa riposte. Dans ce processus, même un petit accrochage pourrait très probablement déclencher à nouveau la guerre. Finalement, comme Israël le voulait, la guerre pourrait continuer et les tensions, brièvement apaisées, pourraient de nouveau basculer vers le conflit. Pour empêcher cela, il faut absolument parvenir à des négociations de paix, et les États-Unis ainsi que l'Iran doivent également faire un pas en arrière. Si la situation continue comme actuellement, avec une confrontation directe, tout le monde pourrait vraiment y laisser la vie.